Je tenais à faire déjà un grand merci à toute l'équipe Epitech, Adrien, Laura, Léa, pour m'avoir invité et me permettre de venir un petit peu vous, euh, vous partager tout ce que je pense par rapport au développement et à l'informatique et à l'IA en ce moment. Alors ça me fait un peu marrant parce que pour la petite histoire, moi, en 2010, j'ai participé à la quasi-ouverture d'Epitech Montpellier. Donc 2010, il y en a quelques-uns parmi vous qui étaient encore probablement en primaire. C'était boulevard Renouvier à l'époque. Je me souviens que pour vous donner là, vous êtes quand même vraiment bien installé. À l'époque, il y avait de l'eau qui coulait dans les salles machines. On s'était retrouvé avec absolument toute l'école enroulée de papier toilette un jour. Pour moi, c'est des bons souvenirs. Et j'ai toujours cette affection pour le fait de transmettre et de continuer à avancer comme ça ensemble, parce que le partage, c'est vraiment important dans la tech. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à conserver cette valeur-là. Donc aujourd'hui, moi, je viens vous parler de euh, finalement, qu'est-ce que va devenir le métier de... J'utiliserai tout le temps développeur, mais ça ne veut pas dire que j'englobe pas développeurs, développeuses et toutes les personnes qui peuvent être derrière. C'est pas une question ni de genre, ni rien du tout, etc. Mais qu'est-ce que va devenir le métier de développeur dans les semaines, les mois à venir, les années à venir, au regard de toutes les transformations qu'on est en train de vivre, que Manu a évoquées? Et elles sont nombreuses. Et je pense que vous avez aussi beaucoup de questions dans votre tête en ce moment, de vous dire qu'est-ce que je vais devenir? J'ai choisi la bonne démarche, la bonne école, la bonne filière, etc. Donc, il y aura un espace de questions-réponses à la fin. Je serais vraiment ravi de partager, d'écouter avec vous et d'essayer de répondre au mieux de ce que je sais. Je vais commencer déjà par me présenter. Donc, moi, je suis fondateur et PDG d'une ESN à Montpellier qui s'appelle Flint. Donc, une ESN, c'est une entreprise de services numériques. On a des consultants, donc on est basé à Montpellier. Mais j'ai plusieurs casquettes, peut-être un peu trop. D'ailleurs, si vous me voyez sur les réseaux sociaux, j'ai souvent la casquette. Mais cette casquette de CEO de ma boîte, j'ai aussi une casquette de hoster, donc podcaster, parce qu'on a un podcast qui s'appelle Il n'y a pas que la data, où on parle, je vous le donne en mille, d'IA et de data. Je suis aussi ingénieur informatique, mais moi, c'était plutôt la fac, donc software engineer, et je continue à coder énormément, peut-être un peu trop. En fait, j'essaye de me cacher quand mon équipe ne me voit pas. J'ouvre un terminal et je recode, etc. Dès qu'il tourne la tête, hop, je me fais non, non, je travaille sur Flint, ne vous inquiétez pas, etc. Donc voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc et j'ai été, comme je vous l'ai dit, ancien directeur d'Epitech, directeur pédagogique d'Epitech à l'époque où il y avait Vincent Lecoq, pour ceux qui se souviennent de cette vieille époque. Il doit rester du code à lui, à mon avis, dans les systèmes informatiques, intranet, d'Epitech, etc. Comme lui, je peux closer des comptes si les gens n'écoutent pas. Comme lui, je peux refaire faire une piscine si les gens n'écoutent pas. Et ça fait 25 ans que je suis dans la tech. Voilà, j'ai plutôt un aspect Gandalf le blanc pour l'instant. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux en fonction de votre affection. Ce réseau sur lequel je pense que vous allez le moins possible. L'autre, où effectivement je suis assez souvent, quand même plutôt pour tout ce qui est veille. Je fais énormément de veille. Je fais entre 1h30 et 2 heures de veille par jour. Depuis maintenant plus de 2 ans. Et le QR code que vous avez à côté, c'est pour avoir un accès direct à notre podcast. Voilà pour les présentations. Euh, alors aujourd'hui, ça va être une presse où il y a très peu de texte et presque 100% des slides sont des mimes, des mèmes. Quand je dis mime, on me dit ouais, tu te la pètes, des mèmes. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en fait les mèmes sont vraiment un symbole en fait aujourd'hui. C'est le mot moderne pour le symbole. Et je trouve que euh, faire passer les messages par la symbolique, je trouve ça assez intéressant. Et puis je pense qu'en tant qu'étudiant Epitech, vous n'avez pas que ça à faire de lire des slides PowerPoint avec des bullet points, etc. Je fais beaucoup d'anglicisme, m'en voulez pas. Donc voilà, on vit une ère de paradoxe parce que on a l'impression
Tout le monde doit vous le dire dans votre famille, etc. Ouais, oh, t'es dans la tech, t'auras jamais de problème d'emploi, on en a toujours besoin. Donc il y a une espèce de... on n'a jamais créé autant de software qu'aujourd'hui. Il y a une masse d'informatique et de logiciels qui sont créés, et de plus en plus tous les jours, qui est gigantesque. Et pourtant, on est dans un paradoxe, parce qu'on est sur la fin d'un cycle. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que j'entends par là. Mais le métier est fondamentalement en train de changer au moment où je parle, au moment où vous faites vos études, et je pense que vous vous en rendez compte aussi. Mais on va voir aussi un petit peu plus tard que c'est pas simplement le métier de développeur qui est en train de changer. Manu l'a dit tout à l'heure, mais en fait, c'est une question sociétale et même presque civilisationnelle. Beaucoup d'industries vont être impactées, beaucoup de métiers vont être impactés. Et finalement, la presse que je vais vous faire là pour le métier de développeur, c'est que simplement vous êtes à l'avant-garde et aux avant-postes de cette transformation, parce que vous êtes les développeurs et les software engineers, c'est ceux qui font cette transformation, c'est qui font l'IA, donc ils sont au devant de cette transformation-là, mais cette vague va vraiment littéralement submerger et transpercer toute la société et toutes les sociétés. À moins que vous vous habituiez au fin fond de l'Amazonie et que vous aviez vraiment jamais rencontré personne, la plupart des sociétés modernes vont être vraiment effectivement très changées, très impactées. Donc, il y a eu des changements depuis que l'informatique moderne est arrivée il y a une quarantaine d'années. On a eu Internet, on a eu le Web 1, le Web 2, les réseaux sociaux, on a eu le Web 3, paix à son âme. Je dis ça, mais je dis ça parce que le speaker pour le Bitcoin n'est pas là, parce que sinon je l'aurais pas fait. Vous pensez que j'aurais été beaucoup trop couard pour le faire. Donc il y a eu beaucoup de transformations, il y a eu beaucoup de mots-clés, de buzz. On a sorti tout un tas de choses, marketing, le cloud, alors qu'en fait tout le monde sait que c'est juste le serveur de quelqu'un d'autre. Donc tous ces mots-clés marketing, et aujourd'hui c'est l'IA, avec tout ce qu'on peut mettre dedans. C'est une espèce d'énorme sac avec plein de choses dedans, des fantasmes, des choses qui ne sont pas de l'IA, des gens qui tout de suite veulent mettre de l'IA dans leur Nespresso parce que finalement ça va mieux aller. Donc il y a une espèce d'aura, de fantasme, de peur, d'irrationnel, de subjectif, de méconnaissance, qui fait que c'est une espèce d'hydre et de monstre que personne n'arrive à vraiment attraper. Pourquoi? Parce que ça va aussi extrêmement vite. Vous devez aussi vous en rendre compte. Là, par exemple, j'ai démarré il y a 10 minutes, 5 minutes. Je pense qu'il y a eu 3 LLM qui sont sortis, en fait, dont 2 Chinois et dont un autre Chinois qui a copié sur un autre Chinois, qui a copié sur un Américain, qui a copié sur nos données à nous. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette transformation, c'est ce qui fait aussi qu'elle est difficile à vraiment visualiser, c'est qu'on est sur une courbe caractéristique. Alors, je vais vous poser une question. Une première question, déjà, c'est qui utilise dans la salle régulièrement l'IA pour développer? Levez la main. Intéressant. Régulièrement, ça veut dire en fait, vous avez toujours une IA qui est ouverte à côté quand vous codez, à peu près, grosso modo, hein, j'imagine. Donc ils sont tous dopés à l'IA. C'est assez intéressant. J'ai envoyé la photo à Sam Altman parce qu'il a probablement du business à faire ici. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je vous ai pris, donc pour ceux qui sont relativement nuls en botanique, ça c'est du lotus, fleur de lotus. Et en fait, si on part du principe qu'on a une fleur de lotus qui va couvrir un lac, elle grossit tous les jours fois 2, en fait, et au bout de 30 jours, elle a couvert tout le lac. Et en fait, la question, c'est quand est-ce qu'elle a couvert la moitié du lac? Quelqu'un a la réponse? Un jour avant, très bien. Alors, il y en a un qui suit ou qui a vu ma presse avant. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, bah, 15 jours, au bout de 15 jours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la courbe et la vitesse de transformation qu'on est en train de vivre, c'est une exponentielle. Et l'être humain, tout ce qui est à peu près d'ailleurs vivant finalement, a beaucoup de mal à comprendre ce que peut être une exponentielle. On est câblé pour comprendre ce que sont les progressions linéaires. On est câblé pour comprendre que le soleil se lève à peu près à une certaine heure et il n'a pas de progression logarithmique ou exponentielle. C'est-à-dire que le matin, il se développe doucement et puis l'après-midi, boum, on arrive au soir en 3 minutes. Et en fait, la progression exponentielle, elle est difficile pour nous, êtres humains,
à visualiser dans notre temporalité aussi, parce qu'on est toujours dans un moment T, on a du mal à nous apercevoir ce qui va se passer demain, après-demain, après-demain, ne serait-ce que sur un fonctionnement linéaire. Alors sur un fonctionnement exponentiel, comme c'est aujourd'hui le cas dans cette révolution industrielle qu'on vit avec l'IA, c'est très très difficile de se rendre compte où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, et finalement de se projeter et d'être capable de se projeter. Pour rappel, fin 2022, c'était ChatGPT. C'était déjà un premier effet waouh. Aujourd'hui, on est début 2025, on a des modèles et des grands modèles de langage qui sont 10, 100, 1000, 1 million de fois plus puissants. Donc il y a une vraie progression exponentielle qui est très difficile. Ça explique un peu. Je vous ai pris une autre image, on disait oui, l'IA, on va atteindre un mur, etc. En fait, que nenni. On n'atteint pas du tout un mur. Les puissances de calcul sont de plus en plus fortes. Ça, c'est la progression en fait d'un prix qui s'appelle le ARC Prize, qui est en fait l'équivalent d'un prix, l'équivalent d'un test, c'est des benchmark tests de Turing pour vérifier en fait la puissance de raisonnement de large language model et des IA. Donc il y a une progression qui est maintenant, c'est quasiment un mur de progression. Je regardais aussi, alors je ne sais pas si j'ai aussi cette image, elle est difficile à voir, mais en fait ça c'est la progression mois par mois, c'est sur le site de Hugging Face, mois par mois de la sortie, des annonces de sortie de modèles et de nouveaux large language models. Et ce qu'on ne voit pas, c'est la dernière colonne, c'est le mois de décembre, mais en fait elle continue en fait en dessous. C'est-à-dire qu'en fait en 2024, on a eu une progression gigantesque du nombre de nouveaux LLM qui sont sortis. Et on le voit tous les jours, parce qu'aujourd'hui, on a une puissance de, Manu en a parlé, de DeepSeek, de Qwen, de tous les gros instituts de recherche chinois qui sortent énormément de nouveaux modèles. Donc, il y a une progression et une accélération en fait, de toutes ces sorties-là. Tout ça fait que votre futur métier évolue au moment où on parle et va évoluer. Donc là, il y a quoi? Des Tech 2, des Tech 3, Tech 4. Il y a un peu de tout. Tech 1 aussi. Tech 1 aussi. Donc ça, c'est les différentes années d'Epitech. Donc il y en a qui sortiront diplômés dans 3 ans, d'autres dans 4, d'autres dans 2 ans. C'est à peu près ça. Eh ben, l'image mentale que vous avez en fait du développement logiciel aujourd'hui, elle est probablement complètement erronée par rapport à ce que vous allez vraiment faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et ça, en fait, c'est pas une question de savoir si ça va se passer ou pas, c'est juste une question de savoir si vous allez être capable de l'accepter et de vous adapter. Parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer. Et on est tous des êtres vivants, et le seul moyen qu'on arrive de survivre dans cette jungle, c'est de s'adapter. Donc il va falloir que vous vous adaptiez à ces nouveaux changements. Et c'est pour ça que je viens vous présenter aujourd'hui certaines choses. Manu le disait tout à l'heure, moi je vais régulièrement en Californie, non pas parce qu'il fait un petit peu plus chaud qu'ici, même si c'est vrai, mais simplement parce qu'en fait, la plupart des innovations, beaucoup d'innovations se font là-bas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller les prendre au tout début, à la source, comme dirait Néo, et de les ramener en France le plus rapidement possible pour être capable de s'adapter le plus vite possible, avant que le marché fasse sa chose. Donc je suis là pour vous transmettre aussi un petit peu ce que j'ai vu. Donc c'est le début d'un nouveau cycle, comme je vous le disais. Alors j'espère que celui-là va vous faire rire. Moi je l'ai trouvé assez marrant. Il va falloir effectivement évoluer. Moi je me souviens quand les étudiants arrivaient en journée porte ouverte pour venir à Epitech, c'était souvent ah ben moi j'aime bien les jeux vidéo, donc je viens à Epitech. Oh moi je veux hacker et j'ai bien aimé, je sais plus quelle série où il y avait un hacker et finalement j'ai envie d'aller à Epitech pour ça. Il y avait un premier effet qui se coule quand il prenait la piscine et le C en 29 minutes. Je sais pas, vous le faites toujours? Je pense que c'est ça. Il faudra peut-être maintenant faire du C en 3 minutes parce que vous allez être avec Cursor ou avec je sais pas quel assistant au coding et que vous allez pouvoir aller plus vite. Donc il va falloir s'adapter. Donc j'espère que, à l'inverse du tyrannosaure, vous n'allez pas effectivement devenir avoir des plumes et devenir un poulet. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, c'est software engineer. C'est le terme un petit peu plus sexy pour
qui diffère un petit peu de ingénieur informatique. Software engineer, développeur, codeur. Ça, c'est grosso modo la filière dans laquelle vous êtes arrivé et vous vous êtes inscrit pour pouvoir devenir ces types de professionnels-là. Et en fait, c'est en train de changer en ce moment. C'est en train de changer pour un métier pour lequel aujourd'hui, il n'y a aucune formation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, devenir AI engineer, et je vous expliquerai un petit peu ce que c'est, il n'y a absolument aucun cursus de formation qui forme à ça. Et c'est ça aussi, je reviens sur le côté exponentiel, c'est que la société, quiconque, nos leaders, nos hommes politiques, le législateur, la société en elle-même n'a pas le temps de s'adapter à ces transformations qui vont extrêmement vite. Donc aujourd'hui, ce métier de AI engineer, il y a beaucoup qui en parlent, il y en a qui le mettent sur leur CV. En fait, il n'y a aucune formation qui y amène. Qu'est-ce que c'est un AI engineer? Alors, je vous ai fait un... Bon, c'est d'ailleurs un schéma qui a été fait par une IA, enfin, une IA que j'ai dicté à une IA de faire ce schéma. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir pas mal de zones de recouvrement. Donc, dans Software Engineer et dans AI Engineer, il y a le même terme, Engineer. Et ça va être super important pour le reste de la presse, c'est que vous allez en rester, alors même si Epitech on n'aime pas ça, etc., il y a des problèmes de droit, de règles, de nommage, etc., ingénieur. Moi, je pars du principe que les gens qui veulent régler des problèmes, c'est des ingénieurs, qui ont une vision pour répondre à un problème, peu importe, avec le bon outil. C'est des ingénieurs, donc il y a tout un sous-ensemble de compétences socles importantes qui sont à la fois nécessaires pour le software engineer comme pour les AI engineers. Et effectivement, vous allez avoir la pensée systémique, la documentation, donc toutes les core skills, les fondamentaux de la programmation, les design patterns, l'architecture, etc. Tout ça, c'est des choses dont les deux métiers et les deux typologies ont besoin. Les AI engineers comme le software engineer. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote, parce que l'année dernière, il y avait une conférence à San Francisco qui s'appelait AI Engineering. Et c'était assez marrant parce que j'y suis allé avec un ancien de nos consultants qui est data scientist. Moi-même, je suis plutôt software engineer. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les gens qui venaient plutôt du côté de la data science, data scientisme, machine learning, etc., étaient plutôt super bons sur tout ce qui était algorithmique, IA, etc., mais en fait pondaient du très mauvais code parce qu'en fait, ils ne sont pas software engineers. Et en fait, on avait le contraire en miroir avec les gens qui étaient plutôt issus du côté software engineer, mais qui du coup avaient plutôt du mal à comprendre les LLM, l'IA, le fonctionnement, le machine learning, le LMOps, etc., etc. Et en fait, on s'en rend compte, c'est que ce métier de AI engineer, ça va être un ingénieur, un software engineer qui majoritairement développe autour, avec ou des solutions d'IA et d'IA générative. Autour de cet écosystème AI engineer, software engineer, vous avez les machine learning engineers, vous avez les AI researchers, vous allez avoir tout un tas d'autres métiers autour de l'infrastructure, tout ce qui est LMOps, LLMOps, etc. Mais là, moi, je m'intéresse vraiment plutôt à ce côté AI engineer parce que vous êtes dans une filière qui est de développement informatique. Vous me dites si je m'arrêtez si je me trompe. Hein. Si ça a changé depuis, il faudra me le dire. Donc, que vous le vouliez ou non, parce que c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, la société va se transformer avec cette extraordinaire avancée et révolution industrielle de l'IA. Et vous allez être, que vous le vouliez ou non, en fait, les bâtisseurs de ces IA, les mainteneurs de ces IA, les dompteurs de ces IA, les designers et les concepteurs de ces IA-là. Là où auparavant on faisait du software de manière assez classique, la plupart de tous les softwares qui existent aujourd'hui vont être très probablement réécrits avec une notion où l'IA sera complètement centrale au logiciel. Il y a certains venture capitalistes aux États-Unis qui voient une poule aux œufs d'or là-dedans, dans la mesure où tous les logiciels qu'on appelle software as a service, tous les logiciels B2B software as a service,
c'est-à-dire tous ceux qui sont dédiés aux entreprises. Je vais vous prendre deux, trois exemples, tout ce qui est Customer Relationship Management, ERP, tous les gestions de documents, tous les logiciels SaaS, plus ou moins pourris sur lesquels on travaille à peu près tous, quand on devient professionnel, vont très probablement tous être réécrits à l'aune de cette nouvelle révolution qui est l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait des systèmes qui étaient déterministes, c'était l'humain qui faisait la plupart des actions, et aujourd'hui, on va se retrouver avec des LLM et des IA et des agents, vous allez en entendre beaucoup parler, qui vont se retrouver vraiment centrales au concept de logiciel et qui vont, à la place de l'humain, en fait, faire tout un tas d'actions, soit à la place, soit en son nom, avec l'impersonnation et le fait d'avoir des agents. Et en fait, tous ces systèmes-là vont devoir réécrits. Et pour l'instant, pas qu'avec des IA. Je vous rassure. Pour l'instant. Donc voilà, un AI engineer, c'est un software engineer avec des nouvelles compétences. Est-ce que ce que je dis là pour l'instant, ça a du sens, ou vous dites qu'il est complètement sur une autre planète, ou ça fait écho quand même? Ouais? Ok. Je vous prends cette petite image parce que je la trouvais marrante, et puis ça me permettra aussi de faire un autre pont. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que l'informatique, au tout début, en fait, je pense que si j'avais eu dans les années 50, je devais parler à l'épithèque des années 50, j'aurais eu un parterre entier de jeunes femmes. Parce qu'en fait, au tout début, c'était plutôt des personnes de type jeunes femmes, secrétaires, qui avaient pris l'informatique avec ces cartes, en fait. Et en fait, c'est que petit à petit que les hommes, classe dirigeante, se sont aperçus que ça pouvait être un métier qui était quand même assez valorisant et qui pouvait potentiellement être super impactant, et que du coup, il y a de plus en plus d'hommes. En fait, c'est qu'aujourd'hui, entre l'image mentale en tant que société qu'on a du software engineer et vraiment ce que vous allez devoir et pouvoir faire dans les 3, 5, 7 ans à venir, je ne parle pas de 10 ans, hein. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus proche de transformations extrêmement majeures dans les 3 à 5 ans à venir. Donc on parle d'AGI et d'intelligence artificielle générale. Donc je ne sais pas si on en sera à Minority Report et si on fera de l'informatique un petit peu comme ça. C'est un peu l'image que j'en vois. Personne aujourd'hui sait trop où on va. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se transforme. Je vous ai mis un tweet assez intéressant d'Andrzej Karpathy, qui n'est pas vieux du tout, parce qu'en fait, il date du 3 février, c'est-à-dire aujourd'hui. Où Andrzej Karpathy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des membres de l'équipe cofondatrice d'OpenAI, expert en chef en recherche sur l'IA chez Tesla, et c'est une personne qui est extrêmement respectée et qui est brillantissime, probablement un des meilleurs développeurs en IA qui existe aujourd'hui. Et comme vous êtes complètement tous bilingues, grâce au fameux cours d'anglais que vous prodigue Epitech, grosso modo, ce qu'il dit, c'est que il s'éclate parce qu'en fait, il code en permanence avec des assistants au coding. Je pense qu'il code avec Cursor. Donc, je ne sais pas s'il y a Tugdual qui est là, mais voilà, il n'est pas sur Copilot. Donc il y a plusieurs solutions. Et en fait, il dit qu'il s'éclate. Et en fait, la plupart du temps, il a un truc dans la tête. Il dit à l'IA ce qu'il a dans la tête. Et l'IA fait le truc. Ça plante pas. Il accepte à peu près la plupart des changements. Il ne regarde même pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que pour des side projects ou pour des projets de week-end, etc., c'est super cool. Ça va très, très vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps qu'il faut pour faire un prototype, un proof of concept, un MVP, il y a vraiment eu comme on dit là dans la matrice, vraiment un glitch dans la matrix, parce qu'aujourd'hui on arrive à produire des MVP ou des prototypes à une vitesse qui était juste absolument impensable, ne serait-ce qu'à quelques mois en fait. Ne serait-ce qu'à 18 ou 24 mois, c'était absolument impossible. Aujourd'hui, on peut vraiment créer des POC et des MVP très très convaincants. On peut, même si on est développeur back-end, même faire presque l'impression qu'on a quelques compétences en fontaine, ce qui est quand même du domaine de l'inconcevable. J'entends qu'il y a quand même quelques développeurs back-end. J'ai l'impression que vous êtes plutôt back-end ici.
Donc c'est très cool parce que c'est endossé aussi par des sommités. Lui, il est aux États-Unis. Et effectivement, moi, j'en reviens. Et c'est le même son de cloche que je vois, c'est que presque tous les développeurs là-bas développent avec des assistants au coding. Ce qui n'est pas du tout, c'est assez marrant, mais c'est pas du tout aujourd'hui le cas en France. C'est-à-dire, dans les entreprises aujourd'hui en France, il y a encore des réticences. Souvent d'ailleurs des réticences plutôt humaines et des freins plutôt humains de la part des équipes techniques. Et finalement, je ne jette pas la pierre. Et de toute façon, en fait, il ne faut pas jeter la pierre. Ça, c'est quelque chose que je vous dirais aussi tout à l'heure, c'est que si dans votre progression, vous croisez ou vous êtes en interaction avec d'autres personnes qui ont plus de mal que vous avec l'IA, je pense qu'au contraire, il faut les accompagner, c'est notre devoir de les accompagner parce que la plupart du temps, c'est soit des peurs, soit des anxiétés. C'est souvent des choses qui sont de l'ordre de l'irrationnel ou de l'inconscient, ou alors de la méconnaissance et de la méconnaissance par rapport à l'outil. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucun des points qui est un vrai point. Et si on veut qu'en termes de société, on avance tous en même temps, il faut réduire un maximum tous les clivages. Et le côté ostracisation, toi tu développes pas avec de l'IA, ou au contraire catégorisation, toi tu développes avec de l'IA, c'est que tu es un mauvais codeur, etc. Donc je pense vraiment que c'est super important en tant que société. On est tous dans ce même bateau. On ne sait pas tous où ça avance, dans quelle direction, et on essaye de s'en sortir chacun à son niveau. Mais je pense que c'est d'autant plus important de faire société ensemble au regard de ces grosses transformations qui ont lieu sous nos yeux. Je pense que c'est super important. S'isoler, se mettre seul, c'est le meilleur moyen d'aller moins vite et d'avoir justement ces méconnaissances, etc. Donc je vous invite vraiment et on le verra un petit peu plus tard dans les slides que je vais vous montrer. Donc ces transformations, elles arrivent et elles donnent lieu à un marché qui change extrêmement vite. Il y a 2, 3, 4 ans, on était plutôt sur moi, les entreprises qui venaient nous voir, elles nous disaient mais j'arrive pas à trouver de développeurs, il y en a pas, ça n'existe pas. J'ai publié une offre, j'ai depuis 3 mois, j'ai 3 personnes qui ont postulé, dont 2 alternants. Et en fait, aujourd'hui, ça s'est complètement transformé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous publiez une offre de développeur, bah aujourd'hui, vous avez 150 personnes dans les 6 minutes. C'est à peu près comme l'ouverture des billets de Sonytech, ça part en 3 minutes. Et le marché a complètement changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un marché où il y a beaucoup plus de software engineers et de développeurs disponibles pour un marché qui n'a pas trop bougé en termes de taille, voire même qui a tendance probablement un petit peu à se rétrécir. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier, c'est notre ami, et d'ailleurs je remercie qu'il ait fait l'ouverture et d'être passé devant tant de personnes importantes. Marc, si tu nous regardes, et je sais que tu nous regardes, Mark Zuckerberg annonce, là aussi ça c'est pas vieux, c'est fin janvier, donc c'est il y a quelques jours, annonce que très probablement en 2025, ils vont arriver à avoir la capacité à faire le même travail qu'un ingénieur middle level, qu'un ingénieur informatique middle level au sein de Meta. Google avait déjà annoncé 18 mois avant, non plutôt 9 à 10 mois avant, ils avaient annoncé que 25% de leur code était écrit par de l'IA. J'ai des clients ou des grosses entreprises que je connais qui m'ont déjà dit en 2025, on va probablement embaucher un petit peu moins sur tout ce qui est développement. Parce que Pierre, tu comprends, maintenant on utilise Copilot, Cursor à l'échelle de l'entreprise et au final on se retrouve avec des développeurs qui sont 10, 15, 20, 30% plus productifs et donc du coup on va un petit peu réduire la voilure ou en tout cas on ne va pas l'augmenter comme ce qu'on avait l'habitude de l'augmenter d'année en année. Donc ça arrive. Ça arrive aux États-Unis en ce moment, ça va arriver en France dans 9 à 12 mois.
donc ça va être encore un peu plus difficile pour les métiers de la tech. Mais ce que je vous dis là, c'est pas pour vous démoraliser. Ce que je vous dis là, c'est pour que vous soyez préparés. Parce que quand vous serez préparés, vous aurez déjà moins la mauvaise surprise et vous aurez le temps de vous préparer. Parce que se préparer, ça veut dire que vous êtes dans une compétition. Vous étiez déjà dans une compétition, vous étiez les rois du pétrole. Non mais c'est vrai, je veux dire. Vous pouviez sortir d'Epitech en mode, écoute, moi je me mets en freelance, je vais demander 400 à 500 euros par jour puisque je connais tous les langages. J'ai une expérience de 6 mois en tant qu'alternant. Et oui, non mais, et c'était super. C'est très bien. Bon, maintenant ça va un petit peu changer. Et il va falloir impérativement que vous embrassiez ces changements, ces nouveaux outils. Et je vous préviens, il va falloir bosser. En fait, plus. Beaucoup plus. Je reviens de 10 jours en Californie et c'est des grands malades. Les mecs, ils bossent le week-end. Le soir, ils arrivent, ils bossent. Ils parlent d'IA. Ils sortent leur chien, ils parlent d'IA. Ils sont au café, ils parlent d'IA. Tout le monde a un projet, une start-up, un side project. J'étais dans mon Airbnb, le gars, il bossait chez Meta. Il avait en plus un side project sur de l'IA. J'ai dû le former à Cursor pour lui montrer. Enfin, c'est dingue. Absolument tout le monde a que ce mot-là à la bouche. Et ils sont dans une course effrénée où la question, c'est pas est-ce que je vais travailler plus, pas plus, machin, etc. La question, c'est que il faut qu'on s'empare de cette technologie-là. Et Zuckerberg le dit très bien, parce que je le sais de sources internes. En ce moment, toutes les très très grosses boîtes américaines ont un seul objectif, la suprématie IA. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une grosse boîte est capable d'émuler ou de remplacer ou de faire grosso modo, j'aime pas du tout le terme remplacer, pour tout un tas de raisons, mais de faire le même boulot qu'un ingénieur moyen dans une très grosse boîte tech comme ça, en fait, c'est le Graal. En fait, c'est le Graal parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, il suffit de mettre plus de calculs, plus de compute, plus d'inférences, plus de machines pour avoir plus de productivité et créer plus de software. Donc ça veut dire qu'en fait, la boîte qui arrive à planter son drapeau sur j'ai créé mon premier ingénieur agent, il fonctionne, il crée du bon code, il fait des bonnes pull requests, des bonnes reviews de code, etc. Et je peux le dupliquer en l'infini, c'est terminé. Elle a gagné. Ou elle a un avantage énorme parce que derrière, les boîtes qui vont vouloir la rattraper vont partir avec du retard, ce retard justement en fait. Donc toutes les boîtes, que ce soit chinoises, américaines principalement, parce qu'aujourd'hui, en Europe et en France, il y a moins de très grosses boîtes. Alors on a Mistral. Voilà, on a Mistral. Bon. Donc, et là, la compétition, en fait, c'est l'ordre de grandeur, c'est 1 ou 2 zéros de plus que nous, en fait. Donc, ils n'ont pas du tout la même capacité. On n'a pas du tout la même capacité. C'est pour ça que je pense que d'un point de vue, mais ça sera complètement side project et je ne pourrais pas en parler, mais c'est pour ça que je pense d'un point de vue gouvernance, IA, Europe, France, etc., je pense qu'on se trompe de combat. On a déjà perdu la course au LLM super puissant, etc. En fait, ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est être beaucoup plus malin et former absolument toute la population à l'usage de ces outils pour être plus productif et meilleur en tant qu'utilisateur de l'outil. Parce qu'en fait, on ne deviendra jamais les meilleurs luthiers, et les meilleurs luthiers, c'est eux. Par contre, rien n'empêche qu'en société, on puisse devenir les meilleurs Paganini et les meilleurs virtuoses et utilisateurs de l'IA dans une société sereine. Ça pourrait être intéressant et avec nos valeurs. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc là, ouais, c'est une petite... les artistes qui disent « Ah, on va nous remplacer avec une IA. » Non, les développeurs, ouais, ChatGPT va être remplacé. Ah, cool. C'est un peu vrai, hein. C'est un peu vrai parce que moi, ça fait 25 ans que j'essaye d'automatiser mon boulot. Hein. Et cette année, je me suis donné comme objectif d'essayer de faire 70%, d'automatiser à 70% mon boulot. Entre aujourd'hui et il y a 18 mois, je pense que je fais 40% de plus de choses dans le même temps et dans la même journée. C'est gigantesque. Moi, j'ai plusieurs curseurs, environnements curseurs d'ouvert. J'en ai évidemment pour le code. Ça, c'est logique, tout le monde l'a, c'est normal. Curseur ou copilote, etc. Mais j'ai un autre curseur où il y a tout sauf du code. Et en fait, il y a toute ma base de connaissances. Il y a toute mon entreprise, il y a toutes mes transcriptions de podcasts, il y a toutes mes interviews télé, il y a tous les articles que j'ai créés, tout ça en fichier texte, qui crée une énorme base de données de connaissances
uniquement pour moi, ce qui fait que quand j'ai besoin de créer du contenu, j'ouvre mon curseur avec ça, il a tout le contexte, et je peux lui demander en fait de faire des inférences, des liens. Tiens, je peux lui dire, j'ai envie de rédiger un article sur telle thématique, et j'ai envie que tu me fasses des ponts avec les 3 derniers podcasts qu'on a fait. Et ça sort. Et au bout de 3 heures, quand je lui ai tapé sur les doigts 10 fois, il sort le truc que je veux. Donc c'est de la co-construction. Et moi, Claude, c'est un collègue en fait. Hein. Tout le monde a la ref, hein, je pense. Hein. Ok. Mais qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est un peu anglais, c'est un peu français, voilà, c'est un peu tout ça, tout ça. Alors attendez. Ouais, le premier mime c'était celui-là, élever des chèvres dans le Larzac, ou alors élever des moutons dans le Larzac, en fonction de si vous préférez l'une ou l'autre de ces bêtes. Mais non, plutôt trêve de plaisanterie, ce que je pense. Ingénieur, vous êtes, et ingénieur, vous devez rester. Vous devez avoir cette capacité à systématiquement prendre de la hauteur par rapport aux problématiques. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est IA, tout ce qu'on entend, tous les fantasmes, de prendre de la hauteur, de lire, de vous former, de vous auto-former. N'attendez pas que ça soit Epitech. Il n'y a personne qui peut vous former à tout ça aujourd'hui à part vous. Il n'y a personne qui peut faire ça. Et la différence entre ceux qui vont s'en sortir et ceux qui vont moins s'en sortir, c'est ceux qui ont pris le taureau par les cornes. Il faut aujourd'hui, si vous connaissez pas le C, et je dis à Adrien de fermer ses oreilles, mais si vous connaissez pas le C en 29 minutes, et les malloc, et toutes les fonctions, et toutes les primitives, et comment créer un terminal, une main dans le dos, et avec un bandeau sur les yeux, je m'en fous en tant qu'entreprise. Par contre, si vous ne savez pas utiliser un assistant au coding, vous ne passez même pas le premier entretien. Si vous ne savez pas prompter et faire du prompt engineering, vous ne passez même pas le premier entretien. Donc, ces outils, c'est aujourd'hui absolument indispensable pour votre carrière de demain. Pas de après-demain, de juste demain. Et de toute façon, la carrière d'après-demain, si vous la voulez, il faut déjà la carrière de demain quand même. Hein. Par transitivité. Hein. Donc il faut que vous continuiez à apprendre, mais surtout que vous démarriez à apprendre. Si aujourd'hui vous me dites, moi je fais mes projets Epitech et puis je rentre le soir et c'est cool, non. Moi je fais mes projets Flint et je rentre le soir et je me tape des papiers et je me tape toute la veille et je m'écoute des podcasts, etc., etc. On est dans un changement aujourd'hui de paradigme et dans une révolution industrielle, et le mot est peut-être même faible. On est probablement à un tournant civilisationnel qui n'est pas loin d'être le même que celui de l'invention de l'écriture. Internet, à côté, c'était de la rigolade. Internet est un substrat sur lequel toutes les autres révolutions industrielles sont arrivées, notamment l'IA. Ce qui fait qu'il peut y avoir un pauvre chercheur avec des baguettes en Chine, avec 6 millions, et c'est pas vrai d'ailleurs, on sait de sources sûres qu'ils ont au moins utilisé 10 fois plus en termes de financement, mais comme de toute façon, tout ce que racontent les Américains ou les Chinois, c'est majoritairement quand même du bluff. Mais tous ces gens-là, ils sont tous vraiment à fond. Quoi. Donc, comment rester relevant, apprendre, être curieux, être dédié, ou la réponse D. Donc, effectivement, les 4 ensemble. J'adore ce mime. Donc, je pense que il faut à tout prix que vous montiez dans l'arbre d'abstraction et que vous montiez en termes d'expertise, le plus haut possible. Le plus vite, le plus haut possible, le mieux possible. Donc ça veut dire mieux comprendre vos outils, être peut-être à l'avant-phase de la création des outils, de leur utilisation, des derniers outils. Il faut monter. Sur toutes les technos et toutes les choses dont je vous ai parlé. Le prompt engineering, les LLM, la nouvelle façon de designer des logiciels, etc., etc. Les nouveaux frameworks, les machins, les nouveaux langages, machin, etc., on s'en fout. Je pars du principe, si vous rentrez dans ma boîte, que peu importe le langage qu'on va utiliser dans notre code base, je veux que vous sachiez le faire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ce que ça permet. Aujourd'hui, vous pouvez programmer en JS, en OCaml, en Haskell, en Python, en C++, en n'importe quel langage, même si vous ne le connaissez pas, grâce à ces outils. Ces outils sont formidables, notamment pour apprendre. Sont formidables, vous allez avoir des codes bases un peu touffus, un peu compliqués, vous allez leur demander de vous expliquer comment ça fonctionne.
Vous avez absolument aujourd'hui, comme quand Wikipédia est arrivé, aucune excuse pour ne pas apprendre. Et si vous ne le faites pas, d'autres le feront. Et d'autres le feront. J'ai pris cette image parce que c'est les temps modernes de Charlot, donc ça s'entend. Et là, vous voyez quelques icônes d'outils d'assistants au coding. Et je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ben, le Charlot, là, en fait, ben, c'est un peu vous, finalement. En fait, vous êtes les mêmes. Vous êtes des... Là, Charlot, il avait juste une clé de 12 et il vérifiait tous les écrous. Ben, en fait, vous faites pareil avec du software. Sauf que, en fait, là, sa machine, elle va bientôt, ils vont mettre des automatismes, ils vont mettre, etc. Ben là, c'est pareil, en fait. Vous allez avoir des assistants au coding, vous allez avoir des IA extrêmement puissantes. Et ça, ce sont des outils. Ce ne sont que des outils. Et il faut arrêter de le fantasmer trop et plus que ça. Donc, vous allez devenir, je l'espère, des software engineers augmentés. Dans la mesure où aujourd'hui, on a des copilotes, qui utilisent Copilote? Ah, je crois qu'ils ont vendu de la licence ici. Qui utilise Cursor? OK. Qui utilise Klein? Hyder? Bolt? OK. Alors, ça déclenche il y a du troll. Il y en a qui disent ouais, tu utilises Copilote, c'est tout pourri. Moi, j'utilise Cursor. Tu comprends rien. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas faire en fait. Les autres stratégies possibles, et ça, moi, je l'ai vu. Et je vous exhorte à, enfin, si je peux avoir un conseil, c'est d'éviter ces stratégies-là. Cette stratégie, voilà, genre de regarder passer le train en disant bon, je sais pas trop ce qui se passe, mais de toute façon, le train passera. Première possibilité. La deuxième, c'est de terminer. Alors, c'est pas moi, mais c'est un ermite. Mais de terminer un peu comme un ermite dans une caverne, donc de se refermer façon huître. Et puis la troisième, c'est aussi un petit peu ça, que j'ai vu en entreprise. Hein. J'ai vu, et j'ai des gens qui nous sollicitent et sollicitent notre entreprise pour les accompagner à utiliser ces outils-là. Mais en fait, ce n'est pas les accompagner à installer Cursor sur leur laptop. Hein. En fait, c'est les accompagner humainement à faire que leur CTO ou leur tech ouvre leur chakra, accepte qu'on leur explique des choses, accepte qu'ils ne connaissent pas tout, ce qui est des fois difficile dans le monde de la tech, et qu'on puisse les accompagner. En fait, la plupart du temps, 100% des cas, c'est des freins humains. Tous les freins à l'adoption des IA et de la tech aujourd'hui sont des freins humains. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun frein technologique. Tout ce que vous avez en tête de side project, même les plus fous, vous pouvez les faire. Et si vous voulez mon avis, vous devez les faire. Dès que vous avez un side project, dès que vous avez un truc, il faut coder, il faut construire, il faut faire des trucs. Il ne faut pas les garder dans un coin, etc. C'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous allez vous... Il faut faire des trucs. Les Américains disent build, il faut que vous construisiez des trucs. Donc voilà, j'insistais pour avoir une ouverture d'esprit par rapport à tous ces outils-là. Par où commencer? Alors il y a des choses indispensables. Le prompt engineering est absolument, absolument indispensable. Vous devez prompter beaucoup. Vous devez lire sur le prompting. Vous devez être capable de m'expliquer ce que c'est chain of thought, few shot example, one shot example, les différentes manières. Vous êtes capable de me dire, Pierre, utilise pas un LLM pour faire de la classification. Vous devez vraiment vous emparer du prompt engineering. D'autant plus parce qu'en fait, ce n'est pas forcément l'art de parler à une machine, mais c'est plutôt l'art de vous parler à vous-même pour être sûr de savoir ce que vous-même vous voulez en fait. C'est encore avant le truc. Les bons prompt engineers, c'est ceux qui savent en fait décortiquer ce qu'il y a dans leur tête et le mettre un peu dans l'ordre plutôt que de cracher les mots à l'envers à un LLM qui comprend rien et qui du coup fait quelque chose qui n'est pas bien. En fait, la plupart du temps, les gens, quand ils utilisent ces outils-là, ils l'essayent pour la première fois, ils ne savent pas prompter. Et comme on ne sait pas prompter, on demande n'importe quoi à un LLM. Et quand on lui demande n'importe quoi, 100% du temps, c'est n'importe quoi.
Donc, ils referment le truc, ils disent, c'est pas pour moi, ça marche pas. Non, tu sais pas l'utiliser. Tu prends le couteau par la pointe. RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est une technique d'IA assez intéressante qui a été très en vogue en 2024, qui l'est encore un petit peu, mais qui, je pense, le sera un petit peu moins. Mais le mot peut faire peur, mais c'est relativement simple. Donc, en fait, en side project, vous faites un RAG. À Adrien, vous lui proposez de faire un RAG avec toute la base de connaissances d'Epitech et d'en faire un projet de fin d'études Epitech. Maintenant, on en aura de moins en moins besoin dans la mesure où aujourd'hui, il y a de plus en plus de fenêtres de contexte dans les LLM qui deviennent vraiment, vraiment énormes. Aujourd'hui, on arrive à des millions de tokens, ce qui fait qu'en fait, on peut vraiment copier-coller quasi l'intégralité de tout son drive et demander à avoir des inférences et faire des choses. Et ensuite, vraiment, vraiment, la notion d'agent en 2025 va être importante. Tout le monde a que ce mot-là à la bouche. Depuis des années, mais je pense que vraiment, c'est cette année que ça va commencer à pas mal avancer. Je vous laisserai regarder. Ce n'est pas un cours sur les agents. On a un meet-up qu'on organise le 12 février à Anne, si je ne dis pas de bêtises, mais je pense que je ferai une petite démo le 13 février, une petite démo d'un agent. Et puis ensuite, les derniers mots que je voulais vous dire avant de participer à un petit tour de questions-réponses, c'est en hygiène de vie, si vous voulez devenir comme lui, veille technologique absolument quotidienne, plus que le sport que je sais que vous faites de manière quotidienne. Test, build, hack, vous devez essayer des trucs. Dès qu'il y a un truc qui sort, il faut l'essayer, il faut le tester. Et je pourrais vous partager des sources si vous avez envie. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à partager entre vous. Faites des guilds, faites des meet-ups, faites des groupes, mettez-vous ensemble, aidez-vous les uns les autres à mieux comprendre ces technologies. Emparez-vous-en avant que d'autres s'en emparent pour vous. Et puis, soyez vocaux sur GitHub, sur les réseaux, sur LinkedIn. Montrez ce que vous faites. Même si c'est moche, même si ça ne tient pas debout, même si c'est frais, c'est important. Il faut que vous mettiez en avant ce que vous faites. Il faut que vous vous placiez là-dedans. Il faut être capable de restituer, d'écrire des articles techniques, etc. Donc, mettez-vous dans cette position-là le plus tôt possible, si vous le pouvez. Voilà, je crois que j'ai fini. J'ai fait à peu près 1 heure et si vous voulez, on pourra passer aux questions-réponses avec plaisir.